Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews au 35e jour de guerre avec cette information importante que nous commentons depuis le début de cette émission. Un avion américain a été abattu au-dessus de l'Iran. Un des deux pilotes donc, a été récupéré, nous dit Dora Abdelrazik, notre spécialiste des questions internationales. Maxime Pérez, comment voyez-vous l'évolution de la situation et notamment la question que je posais à mes invités tout à l'heure, la prise de position de Donald Trump, qui joue gros dans cette affaire, Oui, parce que c'est vrai qu'il est très triomphant depuis le début des opérations. Encore une fois, 33 jours de guerre, une détermination assez intacte chez lui, parce qu'on avait beaucoup prédit de son impatience. Et finalement, celui qui montre de la résilience, c'est ce président américain que beaucoup décrit, qui est évidemment jugé sur cette guerre, ses résultats, peut-être la chute du régime, même si aujourd'hui c'est un objectif qui est bien moins affiché officiellement par les responsables américains et Donald Trump en personne. Mais néanmoins, effectivement, il y a ces faits de guerre qui peuvent évidemment le heurter l'opinion américaine. Il faut rappeler qu'un pilote d'avion de chasse, c'est vraiment l'élite de l'armée de l'air américaine, et j'allais dire, c'est l'élite de toute armée au monde. Donc évidemment, ça aurait beaucoup de résonance dans l'opinion, et tout le monde parle évidemment de l'échéance des midterms, avec à la fois l'opinion américaine, pas seulement sa base MAGA, vraiment dans son ensemble qui va être évidemment à l'écoute et qui suit quand même ces développements dans la région. On dit souvent que les Américains sont un petit peu dans leur bulle, enfermés à 3000, 4000 kilomètres évidemment d'un théâtre d'opération comme celui de l'Iran. Mais effectivement, il y a aujourd'hui une dimension internationale à cette crise, avec, on le sait, une crise de l'énergie, des hommes de plus en plus massivement déployés par l'armée américaine, qui, il faut le rappeler, n'a pas tout à fait exclu l'hypothèse d'une intervention au sol, avec des Marines qui ont été déployés ces derniers jours, notamment des bataillons également de la 92e division aéroportée. Donc cette guerre n'en est probablement pas à sa fin, et à chaque fait majeur comme cet avion qui s'est écrasé avec ses pilotes, eh bien, il y a un risque du côté de l'administration américaine, et notamment pour Donald Trump en particulier. Merci beaucoup Maxime Pérez pour votre regard et votre analyse. Jean-Michel Salvatore, on a peut-être mésestimé la puissance de feu des Iraniens, indiscutablement, quand on voit ce qui se passe là. Les Iraniens... Parce que ça continue en plus, ils continuent d'arroser Israël. Oui, mais les Iraniens, depuis le début, ils savent que la guerre peut durer longtemps, et donc ils l'ont préparée en connaissance de cause, tout en sachant qu'ils avaient face à eux une puissance de feu, évidemment, beaucoup plus importante que la leur. Moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est que il va y avoir forcément un effet drapeau aux États-Unis, et j'ai un peu l'impression que Donald Trump sera très tenté d'en profiter pour accélérer les frappes sur l'Iran. On a déjà vu qu'il avait commencé à s'intéresser à des cibles civiles, à la fois les installations électriques, les usines de dessalement, les ponts. Donc là, véritablement, il fait porter l'effort militaire sur les infrastructures civiles. Et moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment vont réagir les Iraniens. Les Iraniens, au début, ont vu les Américains comme de possibles libérateurs. À partir du moment où de plus en plus d'infrastructures civiles vont être frappées par les Américains, l'opinion iranienne, évidemment, va se retourner, et il y aura aussi un effet drapeau de l'autre côté. Alors on parle de guerre de communication, et je propose de réécouter la séquence qu'évoquait Dora Abdelrazik tout à l'heure à la télévision iranienne, le symbole, le trophée, cette annonce, et vous réagirez, Bertrand Besancenot et Véronique Jacquier également. Écoutez. Chers habitants de la province de Koligé et Boyer Ahmad, selon le communiqué de la police provinciale, si vous capturez un ou plusieurs pilotes ennemis et que vous les remettez vivants aux forces armées et aux forces de l'ordre, vous recevrez une récompense appropriée. Voilà, la communication, c'est vrai, il ne donne pas le montant, vous avez raison, Olivier Vial. Véronique Jacquier, réaction, vous souhaitiez intervenir. Ça donne le sentiment, évidemment, que l'Iran pavoise. Oui, ô combien. Évidemment, ô combien.
et que même s'ils n'ont pas réussi à récupérer les pilotes, du moins un pour l'instant, puisque l'autre est recherché, il y a quand même cette idée de tenir presque un trophée et de vouloir affaiblir Donald Trump. Pour revenir sur ce qui a été dit sur la capacité de riposte de l'Iran, il faut savoir que les services secrets américains, cités par CNN, ont dit aujourd'hui que l'Iran conserverait la moitié de ses lance-missiles. Et il y a une source israélienne qui dit que 20 à 25% du matériel iranien de guerre est intact. Alors, on a l'impression de découvrir qu'effectivement, ils restent ils avaient une puissance de feu et on le découvre. Dans leur défense et dans leur puissance de feu. Toujours est-il que c'est quand même une séquence qui est dure pour Donald Trump. On a évoqué la situation pour sa politique intérieure. Il faut rappeler qu'il a les élections de mi-mandat, qu'il y a le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet prochain, que lui avait commencé la semaine dernière à vouloir réécrire un peu un récit de victoire pour dire on les a bientôt anéantis, c'est bientôt terminé. Mais on a l'impression quand même que côté israélien, on est en train de commencer à s'habituer à une guerre longue avec finalement le but c'est d'affaiblir le Hezbollah et le Hamas. Et alors quid des États-Unis ? Pour moi, ils sont un petit peu dans une souricière. Le terrain est extrêmement piégeux. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que va dire Donald Trump dans les heures qui viennent. Bertrand Besancenot, vous connaissez bien la région, puisque je le rappelle, vous êtes un ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et au Qatar. Vous êtes surpris de l'évolution de la situation au bout de 35 jours de guerre ? Je ne suis pas réellement surpris, mais je suis surtout inquiet de l'escalade. Parce qu'en réalité, avec cette opération-là, ça va inciter probablement le président Trump à vouloir mener une opération terrestre pour essayer de rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz. Et si on rentre dans une phase où effectivement on commence à monter les enchères, si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'après le 6 avril, si vraiment le président américain fait bombarder des installations électriques dans le pays, alors ça aura d'abord l'effet à l'intérieur du pays, le fait que ça va changer naturellement l'opinion publique en Iran, mais surtout les Iraniens vont certainement réagir en bombardant les usines de dessalement d'eau de mer des pays du Golfe. Il y aura un effet domino. Ah bah oui, absolument. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les pays du Golfe sont très inquiets. Ils sont d'abord exaspérés par les frappes iraniennes, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils essayent de faire passer un projet de résolution à l'ONU autorisant finalement l'utilisation de la force pour libérer le détroit d'Ormuz. Mais ils sont également très déçus des réactions du président Trump, parce qu'effectivement, ils n'ont pas été protégés comme ils le pensaient du tout. Et ils commencent à se poser de vraies questions sur la fiabilité de la protection américaine. Et puis, ils sont également totalement exaspérés par le jusqu'au-boutisme de M. Netanyahou, parce qu'ils sentent très bien que non seulement il a manipulé le président Trump, mais que maintenant il essaie de mener jusqu'au bout cette guerre au risque d'embraser toute la région. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une espèce de crise énergétique mondiale, mais une crise économique mondiale. Et à ce moment-là, ça les inquiète au plus haut chef, parce qu'ils sont les premiers, ils sont entre les deux, entre l'Iran et Israël. Et donc ça explique le fait qu'ils essayent aujourd'hui de créer une espèce de communauté avec les grands pays sunnites, comme on le voit, avec la Turquie, avec le Pakistan, avec l'Égypte, et avec le Qatar naturellement, parce qu'ils commencent à se dire, écoutez, nous avons d'un côté Netanyahou qui est un extrémiste, de l'autre côté les Iraniens sont des ennemis, et donc on est obligé, et quant aux Américains, on n'est plus sûr de du degré de leur protection, même s'ils en ont besoin encore pour un certain temps. Et du coup, on va voir, moi je suis persuadé, se créer cette véritable coalition finalement des grands pays sunnites de la région pour essayer justement de faire en sorte qu'ils aient leur mot à dire dans un règlement. Et pour eux, qu'on le veuille ou non, l'Iran restera un voisin ad aeternam. Et donc, comme leur priorité, c'est très clairement de réussir leur vision 2030, c'est-à-dire leur grand projet de développement économique, ils n'ont pas envie de se trouver dans une zone de tension permanente avec l'Iran, et donc ils sont favorables à un arrangement. Donc c'est là où, si vous voulez, ce que je crains, c'est l'escalade, risque de ruiner l'avantage que nous aurions à ce qui est un arrangement, qui sera difficile à trouver, encore une fois, et on voit bien que les négociations... Négocier avec les mollahs, on sait ce que ça donne. Voilà, on ne peut pas avoir une confiance, c'est le moins que l'on puisse dire. Non.
en ce régime. Non, absolument, non, mais c'est un régime épouvantable. Donc, mais simplement, le président... La parole ne compte pas. Non, mais le président Trump n'a pas beaucoup de paroles non plus. Il l'a montré à plusieurs reprises. Claude Moniquet est avec nous, spécialiste du renseignement. Dora Abdelrazik nous le disait, mon cher Claude. On a récupéré, les Américains ont récupéré un pilote, mais on est toujours sans nouvelles du second pilote. Et tout l'enjeu est là aussi. Oui, tout à fait. Un pilote qui serait capturé par les Iraniens, ce serait déjà un trophée qu'ils pourraient exhiber et qu'ils exhiberont sur leur chaîne de télévision. Les Iraniens, enfin le régime iranien plus exactement, il faut bien différencier le régime de sa population. Le régime iranien considère déjà, et c'est d'ailleurs ce que l'analyse du renseignement américain considère déjà qu'il y a une forme de victoire dans le fait d'avoir pu résister pendant 30 jours à la coalition américano-israélienne qui est très supérieure militairement et tactiquement à ce qu'eux peuvent faire. Dès lors, s'ils peuvent en plus de temps en temps avoir une petite victoire, comme ce pilote qu'ils pourraient peut-être capturer, évidemment pour eux, ils en tireront un bénéfice énorme. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur les pays du Golfe. Je suis en contact quotidien avec différents acteurs de la région, les Israéliens bien sûr, mais également des acteurs arabes, entre autres aux Émirats. Et ma lecture est un peu différente. Ce que disent les Émiratis, par exemple, aujourd'hui, quand je dis les Émiratis, c'est ceux qui sont vraiment très très proches, qui conseillent la famille régnante et le gouvernement, c'est qu'à l'issue de cette guerre, il y aura un rapprochement entre les pays sunnites du Golfe et Israël, et que les pays qui n'ont pas encore adhéré aux accords d'Abraham pourraient s'en rapprocher. Autant ils ont été déçus effectivement par les Américains, qui ne sont effectivement pas capables de leur assurer la protection qu'ils attendent, autant ils ont compris que même s'ils vont rester effectivement incontestablement les voisins de l'Iran, l'Iran restera pour très très longtemps un adversaire. Ça ne va pas se calmer demain. Ils ne vont pas demain s'embrasser et faire une paix millénaire entre chiites et sunnites, après 15 siècles de guerre entre ces deux courants de l'islam. Donc ils devront vivre avec l'Iran, mais ils devront avoir des garanties. Et c'est pour ça également que, de manière assez confidentielle, même s'il y a des fuites dans la presse, aussi bien les Saoudiens que les Émiratis, qui au départ étaient totalement opposés à cette guerre parce qu'ils craignaient ce qui se passe pour le moment, ils craignaient les répercussions sur leur territoire et sur leur système. Autant maintenant, ils poussent Donald Trump à aller, comme les Israéliens, jusqu'au bout, de manière à éradiquer le régime, parce qu'ils se rendent compte que la seule chance de calme dans la région, ce n'est pas la grande réconciliation fraternelle de tous les musulmans chiites et sunnites, mais c'est l'établissement en Iran d'un régime qui soit vraiment différent, alors qu'il ne sera peut-être pas une démocratie occidentale, ça on verra, et on verra si ça se passe, mais qui ne soit plus un régime théocratique, idéologique et qui vise à la suprématie régionale. Merci beaucoup Claude Moniquet. 2 mots de conclusion, mais vraiment 2 mots de conclusion, Bertrand Besancenot. Non, ce qui vient d'être dit correspond exactement à ce que disent les Émiriens. Mais ce n'est pas partagé en réalité par les Séoudiens ou les Qataris, parce qu'on sait très bien que la conclusion des Émiriens, c'est qu'il faut se rapprocher d'Israël et des États-Unis, alors que la conclusion des Séoudiens et des Qataris, et sans doute des autres, c'est que finalement, aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à peu près à personne, il faut s'organiser différemment, et c'est plutôt la coalition des grands sunnites. Merci à vous de m'avoir accompagné pour cette édition spéciale dans ce Punchline Week-end.